Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Très bien, merci de me recevoir. Alors vous êtes le directeur de la communication de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Absolument. C'est bien ça. Jusque-là, je ne me suis pas trompée. Non, tout va bien, exactement. Alors, le président, on le sait, il est en place depuis le 24 janvier 2019, tout juste 2 ans et demi, donc on est à la mi-mandat, on peut le dire. Absolument. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan de ce mi-mandat? Oui, on peut toujours tirer des bilans, mais vous savez, cette formule, elle est toujours à risque, hein, parce qu'on dit un premier bilan, il faut aller jusqu'au bout des choses. Donc je pense que le vrai bilan, ça sera en 2023, à la fin du mandat. Un mandat, c'est 5 ans. C'est un mandat électif pour le président en République démocratique du Congo. Et je pense que en 2023, on verra quel est le bilan du président. Mais entre-temps, on peut regarder un trend, une tendance. Et effectivement, la tendance est, je dirais, satisfaisante au Congo. Parce que depuis que le président a pris le pouvoir, donc comme vous l'avez dit, en janvier 2019, c'était sa prestation de serment, bien qu'il a été élu donc le 30 décembre 2018, eh bien on sent qu'il y a véritablement un changement de fond en RDC. D'abord, sur le point de vue de l'état de droit. Il y a vraiment tout un processus de mise en place d'un état de droit. Par exemple, il n'y a plus de cachot, il n'y a plus de prisonniers politiques au Congo. Ça paraît normal quand on le dit ici en Belgique, parce que vous n'en connaissez pas des prisonniers politiques. Mais au Congo, c'est quelque chose qu'on a connu pendant de nombreuses années. Encore il y a peu, encore en 2018, encore en 2017, 2016, des gens allaient en prison pour leurs opinions, parce qu'ils osaient critiquer le pouvoir. Eh bien, ça n'existe plus. Et je mets à l'épreuve quiconque. Toutes les ONG le diraient s'il y en avait, et vous pouvez vérifier, puisque vous êtes journaliste, c'est votre boulot. Il n'y a plus de cachot, il n'y a plus de prisonniers politiques au Congo. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le président a mis véritablement en œuvre toute une politique pour essayer de rehausser le niveau social. Par exemple, il a instauré la gratuité de l'enseignement primaire, chose qui est pourtant contenue dans la Constitution qui avait été votée en 2006, mais ça n'a jamais été mis en application. Donc le président le met en œuvre. C'est vrai que c'est très difficile parce que un pays qui compte près de 80 millions d'habitants, et encore, on n'a pas fait de recensement depuis de nombreuses années, donc on est peut-être à 100 millions déjà, on ne le sait pas, eh bien c'est difficile de mettre ça en œuvre, et pourtant le président, il a eu la volonté de le faire, il le fait. Autre dossier, par exemple, l'insécurité. Le Congo avait malheureusement cette réputation d'être la plaque tournante, ou en tout cas la capitale mondiale du viol, de l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. On en a parlé dans de nombreux colloques, vous avez certainement fait des reportages à la télé, dans les médias internationaux. Eh bien tout ça change, mais de façon radicale. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi, une fois qu'il a été au pouvoir, il a décidé de dire « Moi, je vais prendre à bras-le-corps le problème de l'insécurité à l'est de la RDC ». Il a instauré, voici déjà 3 mois, presque 4 mois, ce qu'on appelle l'état de siège, c'est-à-dire des gouverneurs militaires dans 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, les 2 provinces qui étaient en fait les épicentres de la violence. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a des restrictions de liberté, parce que quand ce sont des militaires qui gèrent, qui administrent des régions, ce n'est pas comme quand c'était des civils, mais cela a permis de faire vraiment d'énormes progrès. On a passé, par exemple, les groupes armés qui étaient au nombre de 1000, voire 1500, ont été réduits. Donc fortement réduits, on en compte à peu près maintenant 500. Il y a eu énormément de redditions par centaines de rebelles qui aujourd'hui ont déposé les armes et acceptent d'aller dans un processus qu'on appelle DDRCS, c'est-à-dire démilitarisation, démobilisation et puis revitalisation communautaire et stabilité. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne la lutte armée, la guerre contre le terrorisme, parce qu'il y a une poche de violence qui demeure encore dans l'Ituri, près de la frontière ougandaise, avec les ADF. C'est un groupe terroriste qui a prêté allégeance à Daesh et qui aujourd'hui cause du mal au Congo parce qu'il massacre la population. Mais les derniers massacres qu'on a vus, moi je dirais un peu, c'est une simple formule, hein, vous m'en excuserez, un baroud d'honneur de ces terroristes, de ces bandits, vu qu'ils sont acculés par les forces armées congolaises, alors ils commettent des massacres spectaculaires pour essayer de faire peur aux gens. Mais ils sont en recul. D'ailleurs, le Congo a reçu l'aide récemment des forces spéciales américaines qui sont venus pour accompagner les forces congolaises, pour les évaluer et leur donner des conseils de soutien pour renforcer le dispositif de lutte antiterroriste. Donc les choses vont bien au Congo. Et je n'ai pas parlé de la bonne gouvernance d'ailleurs. Ouais, ça, on va en parler, mais je reviens sur le début de votre réponse. Donc il n'y a plus de cachot, parce que voilà, vous dites maintenant, en gros, on peut un peu critiquer Bien sûr. Si on critique
Il se passe... On risque rien On en risque Congo. Et si vous êtes de passage à Kinshasa ou ailleurs dans notre pays, vous verrez la presse critique à longueur de journée, à la télé, à la radio, à la télévision. On critique le président. Alors une chose, et moi en tant qu'ancien journaliste, je peux le préciser, mais c'est en cours, c'est-à-dire il y a encore un délit de presse, mais c'est un délit de presse qui existe de façon, si vous voulez, formelle, mais il n'a jamais été appliqué. Donc pour l'instant, on va se battre, et je sais que les autorités, le gouvernement qui est en place va se battre pour essayer de changer ça, parce que c'est encore une petite tâche dans notre législation. C'est comme la peine de mort, elle existe, mais elle n'est jamais appliquée au Congo. Mais en tout cas, dans les faits, les gens ne sont plus arrêtés ou mis en prison pour leurs opinions politiques. Ça n'existe plus au Congo. Alors, forcément, nous sommes à la mi-mandat. Il y a quelques jours, le président a communiqué sur le fait qu'il allait se représenter pour 2023. Il est tourné déjà vers les élections de 2023 ? Non, je pense que là, il y a eu un malentendu. C'était récemment, donc c'était au mois de juin, lors d'une interview qu'il a donnée à un grand hebdomadaire panafricain. On lui a posé la question, et alors, vu votre bilan, vu l'action que vous faites, que vous menez à la tête de ce pays, est-ce qu'en 2023, vous serez candidat ? Il a dit, bah oui, pourquoi pas, vu que je fais un premier mandat, mon œuvre, je sais, de reconstruction de ce pays, il faut quand même savoir d'où vient le Congo. Hein. C'est 60 ans de Gabéji, c'est 60 ans de mégestion. Donc remettre le Congo sur la sellette, remettre, on va dire, dans le droit chemin ce pays, ça ne se fera pas en 5 ans, on le sait. Donc en répondant à cette question, le président a dit, eh bien en 2023, puisque la Constitution me donne le droit de faire un deuxième mandat, c'est limité à 2 mandats hein, chez nous, maximum 2 mandats. Il n'est pas obligé, mais s'il veut le faire, il a un maximum de mandats. Il a dit, bah pourquoi pas. Voilà, je pourrais me représenter. Et si les Congolais veulent, eh bien, je ferai un deuxième mandat et je poursuivrai mon œuvre. Mais ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement, se présenter, et puis nécessairement, il est dans un état d'esprit d'une campagne électorale. Pas du tout. Actuellement, le président, il est dans un état d'esprit de remettre, si vous voulez, le pays à niveau. C'est pour ça qu'il a mis en œuvre, à partir du 6 décembre 2020, quand il a eu cette rupture avec l'ancienne coalition, qui était formée à la fois donc par Cash, c'est-à-dire une majorité composée de l'UDPS et de l'UNC, et aussi du FCC, qui était la coalition politique de l'ancien président Joseph Kabila. Ils avaient mis en œuvre cette truc. Le 6 décembre 2020, il y a eu une rupture. Le président a dit, je ne peux plus continuer avec cette coalition-là parce qu'on n'avance pas. Il y avait des sabotages, enfin, les choses ne marchaient pas. Et s'est mise en place une nouvelle coalition qu'on appelle l'UCN, l'Union Sacrée pour la Nation. Mais c'est une union, en fait, qui n'est pas une plateforme électorale ou une écurie électorale. C'est une union des bonnes volontés pour essayer de remettre le pays à niveau dans un certain nombre de domaines. Le domaine sécuritaire, mettre fin à la violence à l'Est et à l'insécurité. Le domaine de la bonne de la mégestion, donc mettre en place une véritable bonne gouvernance. Et c'est le cas. La preuve, le Congo vient de signer tout récemment, avec le Fonds monétaire international, un partenariat qui permettra au Congo de recevoir 1,5 milliard de dollars sur 3 ans. Et puis aussi le domaine du social, en essayant par exemple de mettre en œuvre jusqu'au bout la formule de l'école gratuite, mais aussi en apportant l'électricité dans les foyers, en apportant l'eau dans les foyers. Donc il y a vraiment une véritable formule de mettre le Congo sur la route du développement, et ça, il veut le faire avec ceux qui forment l'Union Sacrée pour la nation. Mais ce n'est pas une écurie politique. Les élections, on en parlera en 2023 et ça arrivera, ne vous en faites pas. Oui, on en parlera en 2023, mais on ne connaît toujours pas le nom du futur président de la Commission électorale nationale indépendante, donc CENI. Donc catholiques et protestants s'opposent à un certain nom, Denis Kadima. Cela fait une semaine qu'ils ont officiellement demandé de rencontrer le président. Ben, c'est une très bonne question, madame. Effectivement, vous l'avez dit vous-même, c'est catholiques et protestants qui s'opposent à la désignation de M. Kadima. Alors, revenons en quelques mots. Hein. C'est-à-dire que dans la configuration congolaise, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, c'est un organe indépendant qui est chargé d'organiser les élections. C'est pas comme en Belgique. En Belgique, ou dans d'autres pays du monde, c'est le ministère de l'Intérieur qui le fait. Mais le Congo, c'est une jeune démocratie. Donc, de ce point de vue-là, on ne ferait peut-être pas confiance au ministère de l'Intérieur pour organiser des élections, parce qu'on se dirait qu'il serait à la solde du pouvoir en place. Donc, on a créé une commission nationale indépendante. Cette commission nationale, selon le processus qui a été établi, la désignation de ces animateurs est réglée de façon très
très précise, c'est-à-dire le président doit être désigné par les confessions religieuses. Il se fait qu'il y a 8 représentants de confessions religieuses. 6 d'entre eux ont choisi M. Kadima et 2, les catholiques et les protestants, s'y opposent. Ils doivent trouver un consensus. C'est simple. On leur a déjà laissé un long délai. Ils sont déjà au-delà du délai. Et on leur laisse. Maintenant, ils veulent rencontrer le président. C'est leur droit. Il est président de tous les Congolais. Pourquoi pas? Mais ce que le président dit, il faut que tout ça se fasse hors tension, mais ce n'est pas à lui, ce n'est pas au président de désigner le truc. Il peut prêter, il peut aider à apaiser la situation. Donc, honnêtement, on verra ce que le président décidera. Peut-être qu'il les recevra, ou peut-être qu'il ne les recevra pas, mais il faut comprendre que ce n'est pas le rôle du président de se mêler de la désignation du chef de la CENI. C'est aux religions, aux représentants des religions, et ils doivent le faire. C'est leur responsabilité. Sinon, ils porteront une grave responsabilité sur le retard que ça prendra et l'implication, l'impact que ça aura peut-être sur l'organisation des élections en 2023. Alors, pour continuer cette interview, on va parler aussi d'une loi qui a fait un peu la une dans l'actualité, partout dans le monde, la loi dite de congolité. Congolité, voilà. Comme belgitude. Comme belgitude, congolité. Cette loi, elle fait un petit peu parler d'elle, même beaucoup, parce que personne ou presque pourrait avoir accès à certains postes. Est-ce que c'est ça exactement cette loi? Est-ce que vous pouvez nous la réexpliquer un petit peu? Expliquons-la simplement. En fait, c'est un projet de loi d'abord. C'est pas une loi. Donc comprenons-nous bien, on est au début du début d'un processus législatif. C'est juste un projet de loi qui a été présenté dans les conditions dans lesquelles il a été présenté. Et un projet de loi qui essaye de réfléchir à la nationalité. C'est-à-dire qui peut être congolais, qui n'est pas congolais. Et dans ce projet de loi, il y a un volet qui s'intéresse à ce qu'on appelle le verrouillage de certains postes, si on peut dire, de pouvoir régalien. C'est-à-dire le président de la République, le chef d'état-major de l'armée, le chef des services secrets. Les promoteurs de ce projet de loi proposent que ces postes soient réservés à des personnes qui seraient nées de père et de mère congolais. Une sorte de prime à la nationalité de souche. Vous voyez, pas la nationalité d'adoption ou de truc, mais la nationalité de souche. Mais pourquoi ça fait parler? Pourquoi ça fait parler? Pourquoi on critique le fait de cette proposition de loi? Parce que certains hommes politiques qui sont en place au Congo se sentent visés, parce qu'ils estiment que ce serait une loi qui serait taillée sur mesure pour les exclure du processus électoral de 2023. Ce n'est pas le cas? Alors moi, je vais vous répondre sérieusement, le président s'est déjà exprimé là-dessus. Ce que je peux vous dire, le président a dit il n'y a pas de débat tabou au Congo. On est une démocratie, on peut pouvoir parler de tout. Mais simplement, abordons les débats de façon sereine. C'est-à-dire, ne le faisons pas en excluant certains, ou en stigmatisant certains. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler de tout, et les gens peuvent parler de tout. Notamment, si on parle de nationalité, parlons par exemple de l'ouverture à la possibilité d'avoir la double nationalité au Congo. Vous savez qu'aujourd'hui au Congo, on ne peut pas avoir la double nationalité. En Belgique, vous le pouvez. Quelqu'un peut être à la fois belge et américain, belge et français. Au Congo, la nationalité, elle est une et exclusive. Eh bien, le président qui lui-même a vécu en diaspora un certain nombre d'années, il connaît l'apport de la diaspora pour le développement du pays. Comme dans d'autres pays, au Sénégal, au Mali, au Maroc, on sait ce qu'apportent les personnes qui vivent en diaspora. Eh bien, on aimerait bien aussi au Congo que peut-être on puisse réfléchir à cette question et soumettre des conditions, c'est normal. Quand on débat d'une loi, on soumet aussi des conditions. Donc il ne faut pas se crisper sur cette question de la nationalité et la question du verrouillage de certains postes. Que les députés en discutent, qu'ils en discutent de façon sereine, et puis on verra. Et puis après, on verra aussi quand cette loi, enfin ce projet en tout cas actuellement, aura franchi toutes les étapes législatives et qu'il arrivera au niveau de la promulgation, c'est-à-dire au niveau de la responsabilité du président. On verra ce que le président fera à ce moment-là. Faut pas aller trop vite en besogne. C'est parce qu'au Congo, malheureusement, les gens ont vécu pendant trop d'années, pendant de longues années, je dirais les 18 dernières années, mais même peut-être les 60 années du pays, sous un régime de plomb où tout le pouvoir se concentrait en une seule personne. Et ils croient que c'est encore l'État actuellement. Eh bien non, aujourd'hui, on est en train de mettre en place une véritable démocratie et le président ne doit pas s'occuper de tout.
il n'est pas le Deus ex machina, c'est pas lui qui règle tout. Chacun prend ses responsabilités, chaque institution, la présidence, le gouvernement, le Parlement, le Sénat, a son rôle à jouer et sa responsabilité à exercer et à assumer. Et en parlant de prendre sa responsabilité, le président a fait de la lutte contre la corruption une des priorités de son mandat. Mais il y a encore quelques jours, voire même hier, un gouverneur a été accusé de détournement de 8 millions de dollars. Prendre ses responsabilités, oui, mais comment le président, en tout cas de ce que vous pouvez dire, réagit par rapport à ce genre de choses? Est-ce qu'il est déçu? C'est son combat finalement, c'est un de ses combats, la corruption. Au contraire, il n'est pas déçu, il est hyper déterminé, madame. Je le répète, le président est hyper déterminé à combattre la corruption. Parce que lui-même l'a dit, il a dit... une des choses qu'il a le plus impressionné en prenant le pouvoir, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a participé, lui, son père avant lui, Étienne Tshisekedi, effectivement, qui a été en exil un certain moment, même ici en Belgique, donc l'opinion belge connaît très bien. Ils se sont battus pour instaurer une démocratie au Congo. Et bien quand il a pris le pouvoir, le président a dit une des choses qui l'a le plus impressionné, c'est le fait que la corruption était vraiment ancrée dans les structures de gouvernance au Congo. Elle est pratiquement à tous les niveaux. Donc c'est un véritable fléau qu'il faut essayer d'extirper de l'ADN congolais, de l'administration congolaise et même du monde privé aussi. Et bien de ce point de vue-là, le président se battra et il se battra avec toute son énergie pour pouvoir combattre la corruption. Donc quand vous dites qu'un gouverneur est accusé, eh bien c'est une bonne chose. Ça veut dire que plus personne n'est à l'abri. Et je peux même aller plus loin. Vous savez que, il y a eu l'ancien directeur de cabinet du président, M. Vital Kamerhe, qui est en prison actuellement. Il a été accusé, jugé et condamné pour corruption. Donc voilà, ça veut dire que le président, lui, n'exercera jamais son pouvoir pour essayer de stopper une procédure judiciaire. La justice agit de façon indépendante. Donc le gouverneur en question dont vous parlez, il est accusé. Il y aura certainement une procédure judiciaire, il pourra se défendre, ses droits seront respectés, et voilà, la justice jusqu'au... Le président n'a rien à voir là-dedans. Une chose est certaine, c'est que lui ne tergiversera jamais pour la lutte contre la corruption. C'est quelque chose qui a ancré en lui, et il s'est déterminé, et il s'est déjà exprimé plusieurs fois là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Eric Ndou, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur la République démocratique du Congo. On pourra encore en parler à des heures, mais dans le cadre de ce journal, on a quand même quelques timings à respecter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un honneur. Merci, et à vous, eh bien, je vous remercie d'avoir choisi LN24 pour vous informer. Cette édition est terminée. N'oubliez pas, l'information continue toujours sur LN24, mais également sur ln24.be.